bonjour à tous et merci de votre présence à ce Yeso Summit 2022. C'est un plaisir de vous retrouver et comme nous vous l'avions annoncé, on a des speakers internationaux avec nous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un d'entre eux, Monsieur Moustapha Diop de Solid. Bonjour Moustapha. Bonjour Lamine, c'est un plaisir pour moi. Vraiment un plaisir partagé. Tu connais toute l'affection, mais surtout tout ce que j'éprouve pour ce que vous faites chez Solid. Merci. Et c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi sur une thématique qui nous tient à cœur à tous, je pense, celui du gap qui existe entre la formation universitaire et le besoin réel des entreprises. Mais avant d'entrer dans ce vif du sujet, je vais déjà te laisser te présenter à nos différents auditeurs et spectateurs pour qu'ils puissent savoir qui est Moustapha Diop et qui est Solid. Alors, un vieux monsieur. J'ai fait des études au lycée Van Bruneval, hein, c'est le secondaire, et puis après je fais des maths à l'université de Dakar pour aller faire de l'informatique au Canada. Alors, c'était en quelle année ça, l'informatique au Canada? Alors, c'était en 90. Ça existait déjà, l'informatique au Sénégal? Oui, la micro, avait commencé à balbutier un peu. Mais il faut dire que j'étais plus mathématique, moi, que micro. Hein. J'étais vraiment dans les maths, mais bon, il a fallu faire un tour pour savoir un peu ce que c'est que l'informatique. Et donc, je suis revenu en 94. D'accord. Et en 94, il y a une boîte dans laquelle j'ai travaillé qui s'appelait Point Micro. Point Micro. Une boîte on était 4, hein, je pense, au début, mais à la fin, on était 100. D'accord. Et j'ai démarré, en fait, CFAO Technologies. CFAO Technologies a donc démarré en achetant notre boîte. Et on avait comme obligation contractuelle de pousser CFAO Technologies pendant 2 ans. Ce qu'on a fait, donc après être sorti de CFAO Technologies, j'ai fait un petit tour au New Brunswick, où j'ai travaillé 1 an, et je suis revenu, et en 2005, j'ai démarré Solid. Donc une aventure au début qui me semblait assez risquée, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qu'il fallait faire. C'était vraiment ce qu'il fallait faire. Et j'ai eu la chance de pouvoir retrouver les collaborateurs que j'avais laissés ici à CFAO Technologies, une partie d'entre eux en tout cas, et démarrer Solid depuis 2005. Depuis 2005, du coup, Solid, ça signifie quoi et qu'est-ce que vous faites chez Solid? Alors, la petite histoire Solid, j'étais allé quand je crée la boîte, j'étais allé chez le notaire. Voilà, solution informatique, c'est déjà pris, LSI. La solution informatique, c'est déjà pris LSI. Il m'a fallu 24 heures pour trouver un nom. Alors, solution informatique durable. Et voilà, ça a duré, ça a créé Solid, solution informatique durable. Excellent. Et c'est la petite histoire. Et vous faites quoi chez Solid comme travail, comme métier? Alors, le métier de Solid, vraiment, c'est le service informatique. C'est le service informatique. On a eu à avoir des expériences pour un micro CFAO où on a vendu du matériel, on a vendu beaucoup de matériel. Et après cela, on s'est rendu compte que, il n'y avait pas beaucoup de bénéfices dans cela, mais que 2, ce n'était pas vraiment notre orientation, notre vocation, qui était plus en réalité ce service-là. Et ce service autour de plusieurs éléments. La formation, il faut dire que déjà au niveau de Point Micro, j'avais créé le premier centre de formation Microsoft au Sénégal. Ça s'appelait à l'époque les centres ATEC, Authorized Technical Educational Center. Et donc, on avait fait un focus sur la formation déjà. On était très reconnus sur la formation. Donc, Solid, quand on démarrait, naturellement, les gens savaient qu'ils pouvaient se faire former chez nous, où on était centre de formation Microsoft, mais aussi centre de certification. Donc, les certifications sur tout ce qui était IT, hein, sur des produits même que l'on ne faisait pas. Hein. On faisait des certifications sur le Oracle, IBM ou tout autre. Sachant qu'il y a 2 centres qui étaient connus en fait au niveau de la certification, qui étaient PersonView et Prometric. On était à la fois PersonView et Prometric, centre Prometric et PersonView. Donc il y a ces volets formation, mais il y a un autre volet qui est un volet en réalité d'intégration. Donc on allait chez les clients, et on arrivait à permettre d'intégrer des solutions et travailler sur l'interopérabilité des solutions, arriver à faire parler des solutions pour pouvoir justement
tiré du système d'information, ce qu'il y a de meilleur pour les clients. On fait beaucoup de services, mais du service aussi sur des produits Microsoft essentiellement, parce que c'est là où on a une forte expertise, que ce soit des bases de données, que ce soit de la BI, que ce soit du développement, ou bien même les aspects système, sur les aspects système et sécurité. Voilà, on fait ces services-là. Alors, Microsoft, on va dire, c'est le gros des services qu'on fait, mais nous avons d'autres éditeurs avec qui on travaille, notamment, je parlais de Vim et le certificat hacking, ethical hacking, donc tout ce qui est sécurité, où on forme les gens sur comment justement les hackers attaquent les systèmes, et donc voilà, on les forme sur comment riposter par rapport à cela. Et donc Vim aussi sur les aspects de backup et de recovery. Excellent. Tu as cité de très grandes marques, Microsoft, BIM, tu as parlé aussi de Oracle et de IBM notamment. Autant de services aussi que vous commercialisez, c'est des marques internationales, vous avez une présence aussi qui est internationale. Comment faites-vous pour trouver je ne vais pas parler de main-d'œuvre, mais d'expertise locale pour pouvoir commercialiser et surtout faire comprendre aux gens votre métier et les produits, la valeur que vous pouvez leur apporter? Un énorme challenge. Un énorme challenge. Un énorme challenge parce qu'effectivement, on est centre de formation et centre de certification. Oui. Donc, ce qu'on fait, c'est on prend des jeunes étudiants qu'on forme, qu'on encadre, qu'on met sur des projets, qu'on certifie. Et au bout du compte, malheureusement, voilà, ils partent. La première, je me rappellerai toujours de cette première anecdote où le gars il est parti, on l'a formé tout le cursus trainer, hein, Microsoft, donc il a fait 7 mois ou 8 mois où on le formait, on le payait à se former, et il part en Belgique. Okay. Oui, c'est assez dur, et c'est quelque chose qui est assez récurrent, on va dire, c'est assez récurrent. On forme et ensuite ils partent parce que quelque part il y a des structures soit étrangères, soit locales qui vont proposer un peu plus. Donc c'est ça qu'on faisait de façon assez systématique et c'est un véritable problème. C'est un casse-tête et d'ailleurs tu parles de ce cursus où vous formez les gens, vous les certifiez. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas d'école aujourd'hui au Sénégal dans le cursus universitaire traditionnel qui permet d'avoir des ressources qui vont être compétentes dès la sortie et être en mesure de travailler chez Solid? Alors, pour être honnête, on va dire, il n'y en a pas beaucoup ou il n'y en a pas. En fait, c'est pas seulement lié aux écoles, on va dire, proprement sénégalaises, c'est lié aussi un peu au fait que la micro-informatique, elle bouge énormément. Vous avez vu toutes les évolutions qu'il y a eu ces 10 dernières années, c'est incroyable. Le téléphone portable, c'est quelque chose qui n'existait pas, il est là, il est indispensable aujourd'hui. C'est pour vous dire l'ensemble de ces différentes évolutions, la rapidité à laquelle ça va. Les formations ont du mal, les formations académiques ont du mal à suivre. Suivre, c'est vraiment de gros investissements. Donc il y a ce point qui ne dépend pas seulement des écoles sénégalaises. Il y a un autre point, c'est qu'effectivement la qualité de la formation de manière générale, on peut dire, ces dernières années a un peu baissé. Il y a une prolifération d'écoles et peut-être qu'il serait bon qu'il y ait un meilleur contrôle sur la qualité, qu'il y ait une meilleure mainmise sur ce qui est fait dans ces écoles. C'est un problème donc, qui fait que, en général, oui, les étudiants qui sortent d'université, ils sont obligés d'être formés. Et d'autant plus qu'il y a des éléments, il y a des points sur lesquels on ne les forme pas, alors que c'est plus que nécessaire dans le monde, par exemple, IT, dans lequel on travaille. Aujourd'hui, un ingénieur qui ne parle pas anglais, c'est difficile. Je vous donne un exemple. Nous, après, on parlera peut-être de Solid Talent, une expérience qu'on a eu à faire. Mais il y a par exemple, des étudiants qui est sorti de Solid Talent.
le premier projet auquel il a été confronté, le client ne parlait qu'anglais. C'est aussi simple que ça, ne parlait qu'anglais. Donc, s'il n'avait pas eu sa formation dans le Solid Talent complémentaire qu'on fait sur le TOEFL, ce ne serait pas possible, il ne pourrait pas plus travailler. Donc, par exemple, ça c'est un point qu'on remarque au niveau IT, au niveau informatique, l'ingénieur doit pouvoir parler anglais. Un autre point qui est une chose qui est remarquable et qui malheureusement les écoles ne font pas la formation autour, c'est la gestion de projet. L'IT, il sort, il doit travailler en mode projet. C'est évident. C'est évident, surtout quand il est ingénieur. Et donc, cette gestion de projet, cette formation autour de la gestion des projets, c'est quelque chose qui manque. Et bien sûr aussi des formations purement techniques, parce que quelque part, on les forme sur le plan académique, sur des concepts généraux, on va dire, mais quand tu as leur savoir-faire, leur capacité à savoir-faire, il y a souvent un gap. Un gap. Et c'est excellent ce que tu dis, il y a un gap déjà qui est lié à l'évolution des métiers et les écoles n'arrivent pas à s'adapter. Ça, c'est un premier point que tu as évoqué. Le second, c'est qu'il y a une prolifération aussi d'écoles, ce qui fait que la qualité ne suit pas forcément. Et tu as évoqué un point important dans ton propos, tu as parlé de Solid Talent, qui je vais dire, est peut-être une des solutions à ces problèmes qu'on évoque. Est-ce que tu peux nous parler de Solid Talent? Justement? Alors, Solid Talent, c'est né d'un constat. En fait, comme on est centre de formation et centre de certification, souvent on avait des appels des entreprises. Avez-vous une compétence sur telle? Avez-vous une compétence sur SQL? Avez-vous une compétence sur telle autre technologie? Et on s'est rendu compte que, bon, de fait, on aidait gratuitement les sociétés à trouver les bonnes ressources qu'elles cherchaient et que des fois, souvent, elles n'existaient pas ou bien elles étaient déjà placées, elles étaient déjà dans des projets qui fait que, bon, elles n'étaient pas disponibles. On s'est dit qu'on allait créer justement Solid Talent. Solid Talent, c'est une formation entre donc l'universitaire qui sort, qui a son diplôme, qui est à la recherche d'emploi et le besoin en fait de l'entreprise qui veut embaucher et qui cherche réellement quelqu'un de qualifié. On s'est dit on va combler le gap qui fait que justement le nouveau universitaire qui est pris, qui sort de l'université et qui est pris en entreprise, ce qui lui manque pour pouvoir être tout juste opérationnel et directement opérationnel, on va combler ce gap. Et c'est ce qu'on s'est dit. On a fait des tests sur plus de 100 étudiants. Et l'idée forte, hein, pour nous, c'était il n'y a pas de barrière. Vous pouvez avoir le bac, le master, un doctorat, whatever. Ce qui nous importait, c'était le test qu'on mettait en place et votre capacité à passer le test. Donc, on a fait plus de 100, il y avait plus de 100 candidats à ce test-là. Et on avait comme objectif d'en prendre 12 pour pouvoir justement, pendant une année… C'est très sélectif. Sélectif, vraiment c'était sélectif. Pendant une année, les former, leur donner 3 certifications techniques pendant une année, qu'ils passent le TOEFL, qu'ils fassent la gestion de projet et qu'on les mette sur des projets concrets de l'entreprise solide sur lesquels ils travaillent pour avoir de l'expérience. Parce que ça aussi, c'est un autre point. C'est un autre problème, une autre problématique que les chercheurs d'emploi rencontrent. C'est qu'ils arrivent en entrevue, on leur dit quelle expérience que vous avez. Et bien sûr, ils n'ont pas d'expérience, c'est comme catch-22, quoi. C'est l'œuf et la poule, quoi. Vous n'avez pas d'expérience, je n'aurai pas d'expérience, vous ne m'en donnez pas. Donc, voilà. Et on se rend compte que souvent, les stages que nous avons en entreprise ne sont pas forcément orientés réellement dans ce sens-là, dans ces métiers, pour que les étudiants apprennent vraiment et aient une expérience. Ils sont souvent utilisés dans des tâches subalternes, on va dire, ce qui n'est pas vraiment bénéfique pour eux ni pour l'entreprise. D'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ça veut dire que pour intégrer Solid Talent, il ne vous suffit que d'un bac et de passer le test. C'est ça. Alors le test est un test vraiment qui touche énormément d'aspects. Il y a des aspects techniques, bien sûr, mais des aspects aussi de logique,
de logique parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre des gens qui ont de la connaissance à un moment T, mais donc qui sont capables d'en acquérir demain aussi. Donc, qui ont une façon de raisonner, qui ont une façon de penser. Et donc, les tests sont assez intéressants de ce point de vue. On arrive à comprendre aussi la façon de penser du candidat. Ensuite, après ces tests qui sont au niveau, on va dire, papier ou ordinateur, il y a une entrevue qui est faite ensuite pour encore mieux comprendre la personnalité de l'individu. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir de personnes qui, après, qui ont des vices cachés, voilà. Et qu'il faut recommencer encore tout le process. Donc voilà, on est allé sur plus de 100 candidats avec un objectif de 12, mais la première vague, on n'en a eu que 3. Parce que le niveau ne permettait pas d'en prendre plus. Et ça, c'est vous dire que vraiment, il y a vraiment, le gap est là, quoi. Le gap est réel entre ce que cherche. Par contre, on a été très sélectif parce que Solid Talent, il y a une obligation de placer le candidat après 1 an. D'accord. On s'engage après 1 an à lui trouver du boulot. Chez vous ou chez quelqu'un d'autre? Il est d'autre? placé, il a du boulot. Donc c'est quelque chose c'est un engagement ferme autour de cette année de formation. Alors on a eu une première année, donc c'est la première expérience. On est en train de souffler un peu avec la Covid, et on va reprendre l'année prochaine une seconde expérience où on va faire une deuxième vague un concours en fait, c'est un concours en réalité, où on va prendre des gens qui sont capables réellement de suivre ce programme et dont on est sûr qu'il y a 80% ou 90% de chances de réussite à ces différentes certifications qui sont des certifications techniques assez difficiles, au TOEFL, et à la gestion de projets et qui travaillerait sur des projets en fait, de l'entreprise. Excellent. Tu as parlé justement de combler ce gap. Tu as apporté une première solution à travers Solid Talent. Quelles sont justement les perspectives de Solid Talent dans les 5 ans, dans les 10 ans? Quelle est l'ambition? Qu'est-ce que vous voulez devenir à travers Solid Talent? Alors, on voudrait en faire quelque chose de beaucoup plus gros et on est convaincu que ça passe par une implication au niveau, on va dire, financier de certains acteurs ou partenaires, dans le sens où il est dommage d'éliminer en fait des candidats parce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir payer l'année, payer leur formation pendant une année. C'est un problème, ça a été un problème chez nous. Hein. On voulait vraiment ne pas écarter des gens sur des bases juste financières. Et on avait à l'époque contacté certaines banques pour qu'elles puissent accompagner justement ces candidats, pour que les candidats qui ont réussi en tout cas le test puissent en fait être accompagnés pendant 1 an, puisque on les plaçait, on avait un engagement de les placer en entreprise après 1 an, donc le risque est mesuré. Mais il faut dire que bon, au niveau de nos banques, ils n'ont pas forcément ces mécanismes et cette souplesse qui leur permet d'aider aussi. Mais on y travaille encore. On y travaille encore pour arriver à ce que, quel que soit le candidat qui ait passé son test, qu'il puisse avoir les moyens ou pas de payer sa formation pendant 1 an, que cette formation puisse être prise en charge par des acteurs financiers. Alors, on aimerait en faire quelque chose de plus grand et on pense qu'avec des banques qui soutiendraient derrière pour qu'on puisse prendre plus de monde aussi, parce que peut-être 12, c'est à la limite de nos capacités aujourd'hui, mais que si on était accompagné, on pourrait prendre plus de monde et en faire quelque chose qui pourrait servir non seulement notre pays, mais aussi la sous-région. Parce que nous sommes peut-être même un peu mieux lotis que ce qui se passe dans les pays limitrophes en termes de compétences sur les aspects informatiques. Et je pense que c'est un besoin qui est réel et qui pourrait permettre de créer aussi des structures et des startups qui ont des compétences qui pourraient revendre à l'étranger. Parce que quelque part, un des freins de la vente de nos ressources à l'étranger, c'est principalement justement ces certifications.
Parce que les écoles qui sont là, elles ne sont pas forcément connues à l'étranger, surtout en Europe ou aux États-Unis, elles ne sont pas forcément connues. Donc, vous avez beau sortir d'une bonne école ici, elle n'est pas forcément connue. Et donc, la crédibilité justement de l'employé que l'on prend, qui est sorti de cette école, n'est pas évidente au niveau de ces structures européennes ou bien américaines, alors que les certifications sont les mêmes, c'est des certifications mondiales. C'est la même certification qu'un Japonais, qu'un Français, qu'un Allemand passe, qu'un Sénégalais. Excellent. Et donc, une fois qu'ils sont certifiés, ils sont crédibles. Et on peut vendre en fait ces ressources dans des projets internationaux. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal a une place pour pouvoir jouer ce rôle-là dans la zone francophone mondiale, Belgique, Suisse, Québec, etc. Je pense qu'on pourrait avoir des ressources à vendre vers ces pays, attaquer des appels d'offres, les gagner et pouvoir les exécuter, pourvu qu'on ait des ressources certifiées qui sont crédibles. C'est ce que tu dis est très intéressant et tu parles du fait de faire que le Sénégal puisse avoir une place dans cette Afrique francophone sur le plan numérique, mais d'ailleurs sur tous les plans généralement. Qu'est-ce que tu penses en fait de notre position et de la position de l'État en tant que tel dans l'accompagnement de ce type de projet? Alors là, je pense qu'effectivement, je parlais tout à l'heure des acteurs financiers qui pourraient nous aider, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'au niveau public, étatique, une politique globale à ce niveau pourrait permettre effectivement de prendre des étudiants, de les former, de les certifier et d'avoir une machine à développer, une machine à produire qui pourrait effectivement permettre de produire des logiciels et les vendre dans la zone francophone et comme je dis, pas forcément africaine francophone. Africaine, francophone, globale. Global, quoi. Dans tous les pays, on parle français et tu fais également le TOEFL à l'intérieur de ces certifications, donc ça élargit également les horizons. Exactement. Et il y a une question qui m'est passée par la tête également quand tu nous racontais l'anecdote sur la personne que vous avez formée et qui finalement est partie. Et c'est un risque dont toutes les entreprises sont conscientes. Il y a un investissement financier, un investissement en temps qui se fait pour que les ressources humaines soient mises à un niveau même international. Mais il y a le risque derrière qu'elles partent ailleurs. Qu'est-ce que tu conseillerais à tous ces entrepreneurs, à tous ces leaders, à tous ces dirigeants d'entreprise qui hésitent justement à investir dans la formation de leurs ressources du fait d'avoir peur que ces dernières s'en aillent? Alors, ce que je préconiserais, c'est que ces différentes ressources soient peut-être intéressées au capital de l'entreprise. C'est la meilleure façon, en réalité, de mon point de vue, de stabiliser, de rendre pérenne ces investissements-là. Maintenant, il y a plusieurs formes. Peut-être créer une structure et tous les membres de cette structure, tous les employés membres de cette structure pourraient bénéficier des résultats, une partie des résultats en fait de l'entreprise, etc. Mais c'est les intéresser quant au fond aux résultats de l'entreprise. Ça, c'est une des pistes. L'autre piste, c'est qu'ils puissent avoir un plan de carrière. Quelque part, c'est vrai quand la ressource est certifiée et elle a une valeur marchande plus grande. Si elle sait que dans l'entreprise, elle a une possibilité de monter, voilà, c'est quelque chose qui peut la retenir. Mais toujours est-il que bon, c'est des problématiques qui sont assez difficiles à gérer et des fois la concurrence est telle, la compétence aussi est telle que bon, il est difficile de retenir l'individu parce qu'on n'a pas suffisamment de projets gros qui permettraient de payer justement cette compétence à un certain niveau. Donc voilà, mais on peut ralentir en fait ce phénomène d'exode de nos ressources en les intéressant plus au capital et voilà, en leur donnant un plan de carrière dans lequel ils puissent espérer pouvoir grandir avec la boîte. Mais toujours est-il qu'on n'est pas à l'abri de cela parce qu'effectivement, il y a des projets sur lesquels notre marché est petit et il n'y a pas suffisamment de gros projets qui justifient justement certains salaires. et bon, voilà, moi j'ai des gens qui partent en Europe, qui partent aux États-Unis, c'est difficile de les retenir parce qu'on n'a pas voilà, cette économie, mais peut-être les plus importants, les mettre carrément dans le capital, c'est s'assurer qu'on d'avoir une certaine pérennité pour l'entreprise.
C'est excellent et nous te remercions déjà pour tous ces partages. On connaît par ta générosité et tous les échanges. On le voit d'ailleurs avec Solid Talent et on vous souhaite que tout le meilleur possible. D'ailleurs, on va te demander pour quelqu'un qui aujourd'hui veut s'inscrire à Solid Talent, quelle est la procédure? Alors, on fait une com en général, donc quand le test commence, parce que c'est par vague. Hein. D'accord. Via votre site web? Oui, site web, Facebook. C'est quoi l'URL du site web, par exemple? www.solid.sn D'accord. et notre page Facebook Solid Afrique, hein, sur laquelle vous pouvez vous connecter et voir toutes ces informations quand on a les tests à lancer. Inch'Allah. Et peut-être un dernier mot pour toutes ces personnes qui nous suivent. Alors, un gros merci d'abord à vous pour cette initiative qui permet effectivement d'échanger avec votre public. Et vraiment un gros merci en espérant que c'est le début et qu'il y en ait plein d'autres et que ces échanges soient fructueux et permettent aux entreprises d'avoir un plus. Merci beaucoup. Merci à toi, Moustapha. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle keynote sur ce Yeso Summit 2022. Merci à tous et au revoir. Bye bye. C'était un plaisir. Bye.